Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous nous lançons dans un univers complexe, mais tendance, du manga Evol de Atsushi Kaneko, un manga qui explore les thèmes des pouvoirs, des super-héros, de l'adolescence et des tonnes de thématiques en réalité. C'est un manga assez fascinant, qui se lit tout doucement au début, et plus on avance, plus on accélère, plus on est happé par ce monde, cette petite ville japonaise et ce groupe d'adolescents de pouvoir, dotés de pouvoirs extraordinaires, mais extraordinairement étranges. C'est créatif, c'est imaginatif, l'action est là, mais le drame aussi, sans jamais délaisser l'intrigue, c'est tout ce qu'on adore. Et vous le savez, nous, ici, on adore Atsushi Kaneko. Et si vous n'écoutez pas cette émission depuis très longtemps, vous pouvez vous demander, c'est qui Atsushi Kaneko? Avec cette voix exactement, avec cette voix-là. Eh bien, Atsushi Kaneko, c'est un auteur underground qui n'était pas publié dans des magazines très grand public au Japon. Il est arrivé en France chez un petit éditeur, IMHO, avec Bambi, qui est en ce moment réédité dans une nouvelle édition, un road trip bien grunge. Puis ensuite il est arrivé chez Ankama avec Soil, où là on a commencé à voir un petit peu de David Lynch en lui. Puis il a continué avec Wet Moon, Desco, puis il y a eu Search and Destroy manga de l'année 2021 pour l'équipe de la 5e de couve. Et d'ailleurs là il sera présent au mois d'avril en France, notamment à l'occasion de Livre Paris, et donc il sera également en dédicace à la FNAC le 19 avril, avant de donner une conférence le 22 avril à la Maison de la Culture du Japon à Paris. On va essayer d'y être. Et ouais, ça va être chaud je pense. Et sinon il donne alors également une séance de dédicace à Pau le 25 avril, donc si vous êtes dans la région de Pau, vous pouvez vous rendre à la librairie Bashibuzuk et peut-être très probablement rencontrer Atsushi Kaneko. Je trouve ça trop bien, moi, d'aller dans des villes inattendues comme Pau. Il a juste envie de manger du canard, c'est ça. Et il se fait une tournée de dédicace pour ça. Tellement, franchement, vous êtes dans le sud-ouest, ça vaut tellement le coup. Atsushi Kaneko est donc dans cette 5e de couve. Elle va être héroïque, mais pas trop. On vous parle de Evol de Atsushi Kaneko et c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous écoutez actuellement la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas d'Atsushi Kaneko et bien sûr son nouveau manga, celui qui sort demain, Evol. C'est important pour nous d'en parler dès le début de ce titre, parce que pourquoi? Parce qu'il met une bonne gifle comme Robin les aime. Salut Robin. Salut. Est-ce que t'as bien aimé cette gifle de Atsushi Kaneko? Je l'ai bien aimé. Ton Kaneko favori, c'est lequel? J'hésite entre Wet Moon et Search and Destroy. Wet Moon, parce que c'est le premier Kaneko que j'ai lu, et Search and Destroy, c'est le dernier que j'ai lu du coup à part Evol. Et en vrai, les deux figurent dans mon panthéon. Wet Moon, c'est celui que j'aime le moins. Julie Cagnard, salut. C'est quoi votre Kaneko préféré? Salut. Moi je vais être un petit peu dans de l'hésitation aussi, donc c'est Bambi parce que c'est le premier Kaneko que j'ai lu, et Search and Destroy parce que c'est le dernier Kaneko que j'ai lu. Mais putain, en fait il y a une logique implacable dans ce que je dis. Moi je dirais Soil, parce qu'en fait c'est vraiment hyper complexe et tellement labyrinthique que t'as beau le lire plusieurs fois, en fait t'es toujours aussi paumé. Et là j'avoue Evol aussi, c'est pas mal. Et toi Maxime, c'est lequel ton préféré? S'il va y avoir de Search and Destroy, Bambi, je peux pas m'en détacher finalement. Bambi, il y a un truc qui est même mal que moi, tellement énergique qui te prend au trip, la mort comme de ça, la mer quoi. Incroyable. Et Evol, franchement, je mise des très grosses pièces. Il y a un bon billet là. Ah ouais, très, très, très clairement. Vous êtes peut-être en vacances, vous qui écoutez cette émission, c'est normal, on est au mois d'avril, il y a des vacances, tout ça. Bande de bourgeois. Pâques, c'était Pâques, Bande de voilà. Mange tes chocolats, allez. Profitez-en pour parler manga pendant les longs déjeuners du dimanche de ces vacances. Et si jamais pour conseiller l'écoute de la 5e de couve, parce qu'on parle toujours des réseaux sociaux, mais le bouche à oreille, c'est encore mieux que les likes et les abonnements. Non, mais vraiment. Qu'on fasse un vrai truc, genre soyez votre propre réseau social. Parlez-en dans la rue, aux gens que vous connaissez pas, aux flics. Enfin, parlez-en.
et dans la famille surtout, ça c'est important. Même, évidemment, abonnez-vous aussi sur vos apps habituelles de podcast, mais voilà, parlez-en aussi dans la famille, ça c'est toujours sympa. Pourquoi tu vises la famille, toi, t'es bizarre? Parce que la famille, quoi. C'est la première. Si vous pouvez en parler à vos darons, ça me ferait plaisir, quoi. Non mais la famille au sens large, bien évidemment. On vous parle dans cette émission donc du nouveau manga de Atsushi Kaneko, ça s'appelle Evol, E-V-O-L, et dans ce manga tout commence par un chapitre intitulé Life Sucks. Je fais pas le traduire. Le ton est donné donc d'entrée, la brutalité s'invite tout de suite, immédiatement dans les pages qui suivent, avec des hommes masqués, armés dans un pays désertique qui s'apprêtent à abuser d'une jeune femme quand soudain, cette jeune femme déclenche une force mystérieuse et leur éclate la tête sans aucun avertissement. L'introduction est claire, des sortes de super pouvoirs existent et la vie c'est pas forcément un truc cool, bien au contraire. Le récit quant à lui va ensuite se concentrer rapidement sur 3 adolescents aux capacités surhumaines qui se retrouvent dans un hôpital psychiatrique. Là aussi, ambiance. Un lieu bien glauque, tout comme les raisons de leur présence, ils ont tous tenté de se suicider. Et ensemble, ils entreprennent de s'échapper de ces chambres sordides et de créer un groupe de super vilains, nommé donc Evol. Ces 4 lettres pourraient bien rabattre les cartes d'un monde en sursis, et face à eux, d'autres super-héros qui protègent une bourgade japonaise un peu pourrie, une ville moyenne, Lightning Bolt et Thunder Girl. Les habitants les adorent, le maire aussi, car il ne refuse aucune des basses besognes qu'il leur confie. Ça va dans tous les sens. Comment vous avez abordé ce manga dès le début ? Et ben moi à l'envers, parce qu'en fait, pour l'anecdote, donc on a lu Evol en PDF via un PDF que l'éditeur nous a envoyé. C'est ça, les éditions Delcourt Tonka nous ont envoyé les épreuves numériques. Et il s'avère que le PDF n'avait pas été remonté pour que les pages soient dans le bon ordre, puisque évidemment le manga se lit à l'envers. Et moi j'ai vraiment, sans savoir, défilé le PDF. Donc pour moi le chapitre premier s'appelait pas Life Sucks, il s'appelait The End. Et je me suis dit déjà c'est très cool comme titre de premier chapitre. Et donc j'ai commencé à le lire et j'ai fait ouais bah c'est du Kaneko quoi, c'est chelou, on avance et tout, et j'ai mis vraiment énormément de temps avant de me rendre compte que je le lisais pas dans le bon sens. Genre combien de pages? Ah franchement quasiment l'intégralité du tome je pense, mais vraiment, et en plus au bout d'un moment je me suis même rendu compte que le folio, donc le numéro de page allait pas dans le bon sens, et je me suis dit ouais mais ça doit être un truc, tu vois, c'est un truc de Kaneko, il l'a fait exprès, il l'a pas mis dans le bon sens et tout parce qu'il veut nous troubler le mec déterre quoi. Et donc j'ai continué et je me suis dit bon bah c'est chelou, mais au bout d'un moment bah les pièces du puzzle vont se recomposer quoi. Et donc vraiment je me suis créé une première expérience de lecture assez singulière, forcément, mais bon au bout d'un moment je l'ai quand même relu intégralement dans le bon sens. Ça avait un peu plus de sens. Ça avait plus de sens, mais j'étais presque déçu parce que c'était trop logique, tu vois. Mais non, bref, ce que je veux dire c'est que comment je l'ai surtout abordé avant d'ouvrir le PDF dans le mauvais sens, comme le nouveau Kaneko quoi. Donc en gros c'était une énorme attente pour moi, c'est un auteur que que c'est presque une idole pour moi quoi. Donc en gros j'avais énormément d'attentes pour cette nouvelle série. Cagnard, comment t'as abordé ce manga? Bah, je vais être original et vous étonner, bah je l'ai commencé à l'envers aussi. Ah les frères l'envers. Mais franchement, tout pareil. Non mais l'histoire que vient de vous raconter Robin, c'est tout pareil pour moi. On vient de perdre 10 points de crédibilité, le gars. Mais genre, comment un manga qui commence par The End. Mais c'est trop stylé, c'est trop stylé. Donc voilà, moi je commence à lire ça et puis exactement comme le raconte Robin, j'essaye, en fait mon cerveau trouve une mise en page qui me fait comprendre, bah pas grand chose du coup, mais c'est normal vu que c'est Kaneko. C'est marrant à quel point ton cerveau réorganise les trucs en disant yes, c'est vraiment cool. Ah, ouais, j'étais en train de lire à l'envers quoi. Combien de pages? Non, moi une vingtaine et je me suis arrêté genre non c'est bizarre là quand même, les dialogues se répondent dans un sens que je connais pas encore. Oui c'est peut-être ça aussi. Ouais, le truc de dialogue, il a vraiment changé son style maintenant. Et sinon beaucoup d'appréhension, je m'explique, c'est-à-dire que Kaneko c'est un auteur que j'adore, que j'estime énormément, et du coup chaque nouveau bouquin de sa part, pour lui c'est potentiellement un moyen de me décevoir. C'est comme ça que je le gère, tu vois, c'est comme quand il y a un nouveau Tarantino qui sort, en vrai j'ai très très peur, parce qu'il y a des chances que ça me plaise pas, et que ça fasse redescendre un petit peu le mec dans ma liste, mais là au final le plaisir était à fond, et je vais juste rependre, putain cette séquence d'intro est malade. Ouais. Alors pas de l'intro de la fin Robin, attention. Elle est cool aussi,
la vraie intro. C'est pour ça que tous les gens qui ne connaissent pas le manga qui vous disent ça se lit à l'envers. Alors, voilà. Certains mangas de Kaneko peuvent se lire à l'envers, mais sinon non, ça se lit pas à l'envers. Ça ne fonctionne pas, que tout le monde soit clair à ce sujet. Robin a prouvé que ça fonctionnait pas loin. Il a craqué avant la fin. C'est comme ces fameuses rumeurs des années 70, en écoutant certains disques à l'envers, t'entendais la voix du diable, tu vois. Si tu lis du Kaneko à l'envers, tu entends la voix du diable dans ta tête. Julie, là, le génie. Comment tu as abordé ce manga? Je vais pas dire à l'envers, moi je vais dire à reculons, parce que j'ai l'habitude des PDF montés à l'envers, donc te la pêche je pas. sais. Et non, en fait, écoute, moi j'ai pas envie de dire que je l'idolâtre ou pas, ou quoi que ce soit. C'est juste que en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'on doit le lire, que c'est une grosse attente pour beaucoup de lecteurs et pour nous aussi. Et en fait, j'arrivais pas à m'y mettre. Il me regardait dans le blanc des yeux et moi j'étais là genre je suis pas prête. Et j'avais vraiment besoin de lui faire de l'espace. Donc j'ai lu énormément de trucs. J'ai préparé un lit très douillet. Et là, je suis pas déçue, quoi. J'ai vraiment, j'ai englouti les 2 tomes, mais comme des espèces d'énormes gâteaux. Je sais pas où sont passées les portions, mais voilà, je les ai mangées. Tout le gâteau en tout cas. Tout. Il faut dire un truc, donc nous on nous a envoyé la version numérique de lecture. À l'envers. Faut le préciser. À l'envers du manga qui lui va être dans une édition à hauteur qui va être à 20€ malgré tout en librairie, donc ça reste une somme qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. 19,90 aussi. Et qui a fait jaser sur les réseaux sociaux aussi, parce tout à fait. évidemment un manga à 20€, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Après, faut déjà rappeler que 300 pages par tome, c'est quand même une belle pagination. Et je pense pas que Delcourt tente de faire un hold-up avec la sortie du nouveau Kaneko, tu vois, et de se barrer avec la caisse, ça m'étonnerait. Donc effectivement, moi j'attends de voir la Fab aussi, voir est-ce qu'elle vaut vraiment le coup. Mais en tout cas, évidemment, je vais les acheter le jour 1, quoi. Et aujourd'hui, nous n'avons pas eu en main le tome. L'objet, il y avait eu un peu le on même. l'aurait pas pris à l'envers, sinon. Il y avait un peu le même genre de polémique sur Die Dark, même si le prix était moins élevé quand même. Mais la Fab finalement était vraiment cool, donc. Et les ventes sont pas mal. Si on compare à Doro et Doro, les ventes de Die Dark sont vraiment pas mal à échelle. Bien sûr, finalement de Naruto, évidemment. Quand on voit donc ce synopsis, ce résumé de Evol, ces super-héros, ces gamins un petit peu bad boy dans un centre, dans un hôpital psychiatrique, ils se retrouvent avec des super pouvoirs qui veulent faire le mal, mais on pense à du comics obligatoirement, on pense à plein de choses en fait. Ouais, mais c'est clair qu'on pense forcément à du comics. Après, on a souvent dit que le trait de Kaneko, il lorgnait davantage vers le comics, vers Frank Miller ou Charles Burns, surtout. Vraiment la scène comics indé, que vers le manga. Voilà, il a un style qui est le sien, et qu'il utilise beaucoup de masses de noir, il joue beaucoup sur les contrastes, et il a très peu de trame, très peu de valeur de gris et de niveau de gris, pardon. Et donc tout ça, c'est forcément un truc qui fait qu'avec la thématique de cette nouvelle série, il y a une espèce d'évidence en fait. On a l'impression que c'est comme si Kaneko enfin assumait complètement que il fait pas du manga, il fait du comics, mais c'est un japonais, tu vois. Et là, il y a un truc assez intéressant à ce niveau-là, quoi. Je suis pas 100% d'accord avec toi, mais oui, je vois un peu de The Boys par-ci par-là quand même, tu vois. Alors, je pense à The Boys parce qu'il y a eu la série télé, parce que ça parle de super-héros, et que c'est forcément la plus connue, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Ils ont fait énormément de nuances de super-héros. Oui, mais tu vois, le comics indé est souvent allé vers cette manière de réinterpréter les super-héros, donc c'est assez presque logique aussi qu'il y aille lui-même, quoi. T'en dis quoi, Kanya? Si on doit penser aux comics, sur le style de dessin, comme il vient de dire Robin, ça fait évidemment penser à du Charles Burns, mais ça, dans le cas de Kaneko, en fait, ça fait un moment. Je veux dire, son dessin évolue un petit peu aussi, évidemment, mais son inspiration, tu la vois vraiment très clairement. Du coup, là, ce qui m'a plus fait penser aux comics, on va dire, c'est le point de départ. Parce que pour le coup, ça m'a vraiment fait penser à Black Hole, qui est un comics indé de Charles Burns, justement. Et ensuite, quand tu prends la thématique super-héros, oui, évidemment, tu penses à The Boys, mais ça m'a aussi fait penser à la série TV Misfits, qui se passe justement dans un centre. Donc, oui, on pense aux comics, mais c'est pas au niveau auquel je pensais, en tout cas. C'est quoi qui t'a fait rapprocher Evol de Black Hole?
c'est le pitch de départ qui est vraiment, tu prends des adolescents qui souffrent d'un certain mal-être, tu amènes à ça une touche fantastique qui est en fait une touche métaphorique de leur souffrance, et après tu les vois évoluer dans un monde qui est très difficile et un monde la plupart du temps qui est peuplé d'adultes. J'ai vraiment senti à peu près le même point de départ. Dans Black Hole on parle d'une MST et pas de pouvoir magique, mais j'ai vraiment senti la même impulsion de jeunesse, de rage et de révolte, quoi. Et vous avez pas eu envie de le rapprocher de la vague de super-héros et de mangas de super-héros, et alors là évidemment je pense à My Hero Academia, qui peut avoir lieu au Japon en ce moment aussi? Moi, je ne m'avancerai pas parce que c'est vraiment un domaine qui est complètement inconnu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les capes, les gens avec des super-héros. Non, c'est le seul que j'ai lu là, dans la veine. Alors, il faut toujours faire attention quand on parle de super-héros dans le manga. Enfin, pas faire attention de leur regarder des deux côtés du trottoir, mais... Parce qu'on a Tiger and Bunny, on a My Hero Academia... Il y en a, mais si tu lis un petit peu de comics de super-héros et que tu vois le traitement que le manga en fait, ça n'a quand même rien à voir. C'est pas la même chose du tout. Je dis pas du tout que l'un est meilleur que l'autre, mais il y a un traitement japonais qui n'est pas... je trouve qu'il n'est pas parallèle avec le traitement du comics super-héroïque américain. Et pour le coup, moi je l'avoue, My Hero Academia, le fait que ça soit des super-héros, j'en ai rien à foutre. One Punch Man, c'est la même chose. En fait, la thématique super-héroïque ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est une thématique qui, je trouve, qui maîtrise mal. Par contre, tu me donnes Kaneko, qui est un auteur indé et qui, pour le coup, a lu beaucoup de comics indés. Ah là, oui, ça m'intéresse de voir sa vision du super-héros dans le manga. Et tu le mets entre les deux? Tu le mets dans l'océan Pacifique? Je le mets, mais c'est toujours délicat de le classer, mais comme tu dis, tu sens qu'il s'est inspiré de beaucoup de choses qui sont sorties ces derniers temps, des choses qui en fait datent dans le comics. C'est plus parce que maintenant on a les adaptations TV, les adaptations ciné, on a l'impression que c'est récent, mais en fait c'est des carcans qui existent depuis un petit moment dans le comics. Et là j'ai un peu tendance j'aurais un peu tendance à le rapprocher de The Boys pour le coup, pour vraiment ce côté, on va pas seulement égratigner les comics comme dans The Dark Knight, là on va les détruire, comme ce que Garth Ennis fait dans The Boys. Et encore, arrivé à la fin du tome 2, tu vois, je suis même plus vraiment sûr de ce qu'il veut faire. Dit, ouais. Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression qu'il a voulu se lancer dans un récit tout en gardant sa conscience et les thématiques et les choses qu'il a envie de raconter, mais dans quelque chose de plus grand public. On en reparlera peut-être après, mais sa manière d'aborder le super-héros, je la trouve tellement plus large que ce qu'il a pu aborder dans ses précédents mangas. Et c'est pour ça que finalement je me suis dit, est-ce qu'un My Hero Academia quelque part l'a pas un tout petit peu influencé, ne serait-ce que dans l'idée de départ, tu vois? Ouais, bah moi je vais vous dire, c'est presque une déception de le voir sur ce genre là, parce que en fait en soi les trucs de super-héros, j'en ai un peu plein le cul en fait, parce que ça nous enfin vraiment on est inondé de ça, il y a vraiment que ça sur tous les médias et tout, et à chaque fois ils sont différents, et voilà, et au bout d'un moment même le fait de le traiter de manière méta un peu originale, de oui en fait on va pas parler de super-héroïsme, on va parler d'une autre thématique, on va parler de la médiatisation, on va parler de machin, en fait même ça on l'a déjà vu 10 000 fois quoi. Il y a eu effectivement The Boys, il y a eu Watchmen plutôt, qui est, tu vois, genre quand même le chef-d'œuvre en matière de comment dire, vision critique du récit de super-héros. Et franchement, le premier réflexe que j'ai eu en me disant oh là là, Kaneko il va sur un truc de super-héros, ça a été vraiment presque une espèce de déception de me dire même lui il va aller là-dedans. Et en même temps, comme je vous disais, bon bah ça paraît un peu logique parce qu'il y a un moment donné il faut que l'Amérique rentre dans ce qu'il fait, tu vois, et donc voilà. Mais j'étais un peu voilà, ce qui fait que pour l'instant voilà, il va falloir que j'avance un peu dans la série, mais c'est clairement pas un de mes Kaneko préférés, même si ça reste très bien. Et malgré tout, voilà, il y a quand même ce truc, la sauce Kaneko elle prend quoi. Il y a un truc de non, mais c'est clair, il est fort parce qu'il arrive quand même à et je dis pas ça parce que j'ai lu à l'envers au début, mais genre je veux dire il y a vraiment un truc où à un moment donné j'ai oublié cette espèce d'a priori que j'avais et je me suis dit non mais en fait là je suis en train de lire du Kaneko et c'est vraiment vraiment bien quoi. Les personnages sont incarnés, c'est intelligent, et puis même voilà tous ces sujets là finalement que j'ai peut-être déjà vu ailleurs, bah lui il le traite avec un petit décalage différent, avec sa patte à lui, et puis voilà, ça marche quoi. Ouais, moi j'ai envie de te dire, de toute façon on savait qu'il en ferait quelque chose d'autre, donc on savait pas forcément quoi, mais
tu savais qu'il y avait son cerveau, son incubateur là, qui allait te proposer une solution à tout ce qui a déjà effectivement été vu et revu. Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout en première ligne de ces influences-là. Donc là, j'ai des vagues réminiscences de Watchmen, mais c'est à peu près tout. Et je me dis, quand je l'ai lu, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de matière et j'étais hyper contente pour ça, quoi. Puis, je pense que, comme tu dis, Max, il y a une vague super-héroïque. Je pense pas qu'on puisse parler du Japon, de la France. Elle est mondiale en fait. Elle est juste mondiale. Elle s'est immiscée un petit peu partout au point que maintenant, dans les séries ou autres, t'as même plus besoin de te baser sur une licence pour faire un super-héros. Suffit de faire un personnage avec des super pouvoirs. Et Kaneko, mine de rien, il y a un truc que j'ai remarqué dans sa bibliographie, c'est que c'est très facile de trouver son inspiration. Il se cache pas beaucoup. Déjà rien que toi, le dessin à la Charles Burns, de toute façon, il le dit lui-même. Quand tu prends Bambi, bon bah c'est clairement une référence aux comics Tangirl, hein, il a kiffé Tangirl, il l'a fait. Soil, c'est carrément du cinéma de David Lynch, ça se voit, c'est obvious. Donc effectivement, j'étais un peu comme Robin au début parce que j'étais un petit peu déçu. Parce que je me suis dit, ouch, là le côté The Boys, on n'est pas sur du plagiat, mais c'est quand même pas très très loin quoi. Mais en même temps, c'est toujours bien de voir à quelles extrémités il va pousser ses personnages, parce que avec Kaneko, ce qui est intéressant, c'est qu'ok, là il a un carcan qu'on connaît, ce qu'il présente dans les 2 premiers tomes, on connaît aussi, on l'a déjà lu ailleurs, mais par contre la psychologie des personnages, là c'est là que lui il est intéressant et c'est là que lui il est fort, et je trouve que ça fonctionne vachement bien dans ce début de manga. Et alors avant d'entrer dans la psychologie des personnages, parce que ça on le voit pas tout de suite, il y a l'art de Kaneko qui lui nous saute aux yeux. Vous trouvez pas que son trait c'est un petit peu adouci au début, qu'il y a quelque chose de plus accessible, de plus grand public peut-être, ou de plus peut-être, je sais pas si le terme de moins manga pourrait être opportun pour lui, mais quelque chose qui va englober beaucoup plus de lecteurs. Bah, je dirais pas qu'il s'est adouci parce que il tranche son dessin de toute manière. Oui. Il a toujours tranché. Hein. Même le lectorat, il l'a tranché. Mais en plus, c'est beau. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il y a un côté, il va encore plus loin dans l'épure, dans l'essentiel, quoi. En gros, il assume complètement son trait, il assume complètement son style. Peut-être là où avant, ça se trouve, il avait une espèce de complexe à se dire, en fait, je suis quand même dans un médium qui est le manga et mon dessin il est pas manga, donc il faut quand même que je m'adapte et tout. Là, on a l'impression et peut-être que c'est justement le fait que le sujet, le côté très américain du genre qui va convoquer, il se dit en fait c'est bon, j'assume à 100%, mes influences elles viennent de là et tout, et donc peut-être qu'il va encore plus loin dans le fait de pousser les contrastes, comme je disais, le fait de trancher le noir et le blanc, et vraiment ça donne, c'est vraiment la classe quoi en soi, esthétiquement, graphiquement, il y a une vraie force esthétique dans tout ça. Et même si finalement moi j'ai pas adhéré au sujet et au point de départ, je suis obligé d'être emporté par des pages de cette beauté là quoi. C'est imparable. Et encore, on l'a lu en numérique, on n'a pas vu l'encre sur le papier. Ça c'est important aussi, Julie. Oui. En fait, j'étais en train de me faire la réflexion en écoutant Robin que c'est qu'il y a un peu plus que dans les mangas qu'il a écrits auparavant, ce serait peut-être un peu plus d'élégance. En fait, moi je trouve que voilà, il n'est pas adouci au sens le propos est toujours aussi cinglant, enfin trash, il est vraiment direct. Et les dessins n'épargnent pas non plus. Mais techniquement, le trait est plus souple, il y a une rondeur que tu n'avais pas quand tu relis Soil. Bambi peut-être un peu plus parce que ça se voulait pop et il y avait des espèces de splash de la culture qui fait des éclaboussures quoi. Alors que quand tu entames le cycle de Soil, c'est étriqué, c'est pointu, c'est tranchant. Et là, tous ces angles-là, ils sont quand même un peu rabotés, mais peut-être pas tant rabotés, c'est plutôt qu'il a agrandi la focale. Moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'est que les planches, elles sont d'une netteté. Il y a 3 ou 4 cases maximum. Enfin, c'est très rare de voir plus de dessins. C'est presque de la ligne claire en vrai. Ouais. On peut parler, mais on parle de comics, mais en vrai, même en BD. En fait, la vraie interrogation, et j'espère qu'on lui posera cette question, je me demande à quel point son travail sur Search and Destroy et sur le travail de Tezuka
ne pas influencer Ouais, sur ce qu'il fait aujourd'hui sur Evol. Oui, parce que là, Moi, par j'essaierai exemple, de lever la main si je peux y aller, mais on fera la courte échelle pour que Max puisse être vu depuis la scène de la MCJP. Mais en fait, je trouve que voilà, ce qui a changé, en tout cas pour Evol, même dans effectivement Search and Destroy, il y avait une surcharge de décors, il y avait vraiment beaucoup d'attention portée dans les détails des dessins. Et là, c'est beaucoup plus... on fait des aplats de noir, on s'en fout, les trucs deviennent des ombres, il y a pas de... La ville devient impersonnelle, mais c'est pas très grave en fait. Et bizarrement, ça gagne en lisibilité. Il y a moins de choses à engranger, mais le truc est d'une fluidité. Ça me faisait penser un petit peu à ces histoires courtes où tu avais parfois des lignes très sinueuses comme ça. Et peut-être qu'il a trouvé effectivement une espèce de choses un peu plus... Comment dire ? Souple, un peu plus de gymnastique qui lui convient, quoi. Un équilibre peut-être, Cagnard. Alors sur le trait, en fait je vais rebondir sur ce que dit Julie, parce que effectivement moi j'ai l'impression que le trait c'est un petit peu allégé, mais effectivement à la lecture je sens un côté beaucoup plus fluide. Et effectivement, focal vers l'arrière, en fait, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus aéré, ce dont il avait peut-être besoin aussi à certains moments pour une narration BD. Et en même temps, ça me plaît vraiment ce que je vois, au point que j'ai eu une réaction mais dégueulasse en le lisant. Je lis le premier chapitre à l'endroit ce coup-ci, et je me le mange vraiment en pleine gueule. Et à un moment, life sucks. Je me suis vraiment dit non mais là ça va, c'est plus du manga, tu vois. C'est horrible. Je me suis vraiment repris moi-même. Je me suis dépossédé senti comme un vieux journaliste BD de 60 piges, tu vois. C'est bon. Maintenant je peux lire ça. Ouais, là c'est bon, là c'est même plus du manga tellement le mec est fort, parce que comme vous dites, il y a les aplats, mais en même temps tout est tellement lisible, tout est tellement j'ai de la place, je me sens pas enfermé, au contraire de Soil. Mais Soil c'était fait exprès, il jouait là-dessus aussi, alors que là la ville est le terrain de jeu, et tu sens qu'il veut laisser de la liberté et qu'il prend des petits plaisirs, même sur ses gouttières entre les cases, il va te faire des petits dessins, enfin tout ça devient très organique au final. Est-ce que ce manga, du coup, s'il s'est adouci, s'il part sur du super-héros, est-ce qu'on pourrait enfin sortir, malgré ces 20 € de prix d'achat, est-ce qu'on pourrait un petit peu sortir du manga spé qui se concentre sur les quelques fans que nous sommes ? Est-ce que ça n'aurait pas une visée un petit peu plus grand public, un peu plus large ? Je sais pas, avec un bouquin à 20 €, je sais pas si on peut dire que t'es plus mainstream. En tout cas, l'époque veut que, à l'heure actuelle, des lecteurs de BD, des lecteurs de comics commencent vraiment à s'intéresser au manga. Et je parle pas forcément des shonen neketsu, mais ce que j'ai vu à Angoulême, mine de rien, j'ai vu beaucoup de gens découvrir le dessin de Junji Ito, et beaucoup d'auteurs de franco-belge. Donc je me dis, ça, typiquement, c'est le genre de bouquin qui peut faire la passation, justement. T'en dis quoi, Robin ? Moi, franchement, je suis pas sûr du tout. Bon, là, effectivement, l'histoire des 20 €, c'est clairement pas un signal pour élargir ton lectorat de la part de l'éditeur. J'imagine qu'ils ont toutes les raisons du monde pour le proposer à ce prix-là, mais malgré tout... j'ai l'impression que ça l'enferme encore plus dans son statut d'auteur de niche, tu vois. Et puis tu vois, on a cité Charles Burns, c'est super Charles Burns, tous les gens qui aiment le comics et tout et qui sont érudits adorent ça. Mais Charles Burns, personne l'achète. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur une école, mais ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est juste que c'est un segment de marché. C'est une niche, c'est un truc d'esthète, de gens qui apprécient ça. Et genre, vraiment, son dessin, il est pas assez manga pour plaire à du lecteur de manga, tu vois, on va dire jeune ado. Non, mais où tu sais, le lectorat manga un peu fermé, tu vois, qui lit que ça, quoi. Enfin, je veux dire, qui lit que du manga. Tu vois, à partir du moment où Araki a réussi à emmener des gens avec lui, je me dis que Kaneko peut aussi faire la même chose. Ouais, mais Araki, il a ce truc, bon, déjà, il est là depuis très longtemps, et puis il a ce truc de. Ça reste shonen, il a quand même ce truc. Il les prend au berceau. Il a quand même une manière de. Oui, c'est flamboyant. Ouais, voilà, il y a de l'énergie. D'amener des codes, quand même, malgré tout, même s'il a sa signature. Là, Kaneko, vraiment, et même si, ok, là, ça va être du super-héros et tout, peut-être que la thématique est un tout petit peu plus large, mais bon, il a fait du polar, on peut pas dire que c'est un genre qui est spécialement un genre de niche. Bien sûr. Et ça a pas pris, donc non, je pense qu'il... Mais bon, moi, je pense que c'est ce qui lui plaît, hein, parce que finalement, ça lui offre sa liberté d'être dans cette niche. Donc, tu vois, peut-être qu'il s'y retrouverait pas d'être trop grand public. Est-ce que ce manga pourrait avoir une visée plus large pour toi ? Est-ce que, à la limite, tu pourrais imaginer que la première adaptation
animé de Kaneko, ce serait Evol. Alors là, Joker, parce que ouais, les animés, moi j'ai toujours dit que ça ouvrait une nouvelle fenêtre dans le calendrier, parce que c'est un nouvel univers, c'est un territoire inconnu, t'as les sons, les ambiances, les découpages, les montages, le rythme, la rythmique. Quelle est la rythmique de Kaneko? C'est ça, clairement. Ouais. Comment tu vraiment, arrives à ramener ça, quoi. Voilà, donc je suis pas très, je sais pas. Et en plus, sachant que lui-même a quand même tout un passé d'amateur de cinéma et qu'il a fait des études de cinéaste, peut-être qu'il serait amené à lui-même adapter. Ça serait Bah intéressant. oui, un profil à la Otomo, quoi. Finalement. Pourquoi pas. Avec un film, c'est genre Prodigy. Je sais pas si vous vous souvenez du film d'animation Prodigy, film français. Bah oui. Moi j'avais bien aimé. Ça irait bien dans tiré ce de La style. Nuit des enfants rois de Bertrand Exactement. Lampérique. Excellent livre. Voilà, c'était la parenthèse culture. Mais bon, tout ça pour dire, alors, moi je pense que vraiment Evol, c'est quand même sa série le plus grand public pour le moment. Parce que c'est, comme tout à l'heure on disait, l'évolution du style graphique fait que voilà, l'image devient très visible, lisible. Et ça c'est, on va dire, sur le fond, mais il y a aussi sur le discours. Parce que pour une fois, on se retrouve avec un manga, et Cagnard l'évoquait au début, avec la thématique des super-héros qui est donc globale. Bah en fait, c'est un manga là, avec des thématiques globales. La première page, on tombe sur un truc actuel, un truc qui nous parle à tous, c'est Daesh. Enfin, quel manga parle de Daesh, quoi. Enfin, et je suis pas sûr que ça parle beaucoup aux Japonais, d'ailleurs, pour le coup. Ça, je pense que si, pour le coup, parce que ça a marqué beaucoup. Et là où je pense qu'il y a encore un... Enfin, moi, ma perception, c'est que malgré tout, la culture japonaise est une culture visuelle. Et que ces images qui ont circulé comme ça... De ninjas. de gens qui décapitaient des gens en public. Merci. Mais en tout cas, ça a marqué. Et il y a eu un journaliste qui s'est retrouvé coincé oui, c'est vrai, là-bas et qui a eu des problèmes parce que le gouvernement japonais ne voulait pas le rapatrier. Oui, il a dû s'excuser d'avoir été... causé des troubles et d'avoir été au devant du danger. Voilà, bref. Mais auprès de Daesh. Je sais pas, tu lui demanderas. Un sacré japonais. Un sacré japonais. Mais bon, tout ça pour dire, je pense que vraiment là, il a mis un pied dans le monde. J'arrive. Et avant de revenir sur ce scénario et toutes ces thématiques qui sont absolument poignantes, Cagnard, est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette visée un peu plus large, cette idée d'animation de Kaneko? Disons que Kaneko, ça fait un moment que les éditeurs essayent de le rendre mainstream, ça fait vraiment un moment que tout le monde essaye, chacun y va. En même temps, c'est pas un titre sur lequel tu vas pouvoir dépenser ton bilan comptable dessus. Oui, mais on sait que c'est bien, alors du coup... Les éditeurs savent que c'est bien, une partie des lecteurs aussi, les journalistes savent que c'est très bien, mais tu vois, même la thématique des super-héros, qui pour moi est une thématique plutôt jeunesse à la base, tu vois, ça rentre pas en résonance avec des adultes qui veulent lire des trucs de super-héros. Je sais pas si ça colle vraiment. Pour moi, le seul moyen de faire péter la courbe de popularité, merci, de Kaneko, c'est de faire un animé. Et effectivement, tu prends Evol, t'en fais un super animé, tu donnes ça à Mappa, je sais pas. Non, tu donnes ça au studio 4C. Oui, même au studio 4C, ils vont te faire un truc dingue. Et là, parce que visuellement, c'est tellement fort que ça ne pourra pas ressembler aux autres animés. Ou alors ils le foutent en l'air et ils en font un truc basique. Non, en fait, oui, effectivement, faut filer ça à Yuasa. Faut filer. Et pour moi, là, tu vois, là, on pourrait commencer à augmenter sa popularité, mais telle quelle. Bah en fait, faut peut-être se dire qu'on est peut-être arrivé au bout du chemin aussi, tu vois, et que ceux qui devaient lire Kaneko, ceux qui peuvent être intéressés, bah ils l'ont en main déjà. Et j'espère qu'ils vont être de plus en plus nombreux, parce que le scénario de Evol, je le trouve absolument poignant. Il arrive à faire un bingo de thématiques abordées. Allez, on sort nos petites non, mais alors, thèses. dans les 2 premiers tomes, dans les 2 premiers volumes, c'est absolument énorme. On touche à absolument tout dans le désordre. Il est question de dépression. Mais la dépression, dans la manière dont elle est abordée, même dans la manière dont on l'aborde nous en Occident avec l'histoire du chien noir, etc. Là, c'est repartir en lapin noir, effectivement, mais c'est super important. L'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi-même, les traumatismes, le harcèlement, toutes les formes de harcèlement, les violences intrafamiliales, la religion, la diversité, la sexualité, l'inversion des valeurs, et pourtant il n'y a rien qui n'arrive comme un cheveu sur la soupe. Tu sais, c'est pas genre voici mon bingo. Non, au contraire, chaque thématique, chaque problématique,
elle est parfaitement amenée à travers une galaxie d'anti-héros qui vont peupler ce titre à tel point qu'on commence par ce terrorisme islamique, quoi. Qui n'a rien à voir en plus avec le reste. Mais on le met dedans. Bah c'est ça, ça marche. Mais je pense que c'est son point de départ qui lui permet ça. C'est que comme il est sur une relecture critique du récit de super-héros, quelque part, par extension, c'est une vision critique de la société. Et il n'a pas le choix, quoi. En gros, s'il veut parler de la société contemporaine, bah, il faut en parler de toutes ces tous ces aspects, et il y a tout ce que tu as dit dedans. Alors après lui ça va être son prisme, puisque du coup ça va être incarné par des adolescents, donc le prisme va plutôt être sur la marginalité, l'acceptation de soi, les maladies mentales et tout ça, mais globalement bah, ces adolescents ils vivent dans un monde, quoi, donc en gros il faut bien en parler de ce monde au bout d'un moment, quoi. Mais tu vois, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la représentation de la dépression de l'un des trois adolescents, dans la manière dont il a représenté sa dépression et ses problèmes de violence intrafamiliale à travers ce lapin qui finalement est un truc énormément utilisé aussi par des thérapeutes dans beaucoup d'explications et dans beaucoup de développement. Enfin, après, j'ai pas trop envie de dévoiler tous les détails du titre, mais c'est quelque chose d'utilisé, de réel. C'est pas un élément fantasmé qui arrive de nulle part, et c'est très compréhensible, je trouve. Et ça caractérise le personnage, quoi. Il fait beaucoup penser à Mercredi Adams. Un petit peu, ouais, effectivement, ouais. Et en même temps, ils sont touchants, ces personnages. Je pense que c'est ça qui marche vraiment bien. Toutes ces thématiques là que tu viens de lister, c'est pas des thématiques qui sont abordées dans l'air du temps, c'est des thématiques qui sont représentées par des personnages. Du coup, forcément, c'est des thématiques qui sont portées par ces personnages. Et là, à ce moment-là, du coup, les persos ne deviennent pas juste vecteurs d'une histoire. Ils deviennent vecteurs de leur propre histoire. Et forcément, t'as un attachement qui est complètement différent avec les persos. Ouais, et puis parce que là, on a parlé des adolescents qui sont centraux, mais t'as plein de personnages secondaires aussi. T'as le maire qui va incarner le système politique, la corruption, la transpi. La transpi. Il y a moins de transpi que d'habitude. Le côté, le rapport à l'image, comment il utilise les héros connus pour comment il utilise leur image pour ses propres affaires. Du côté de ces personnages-là qui sont donc Lightning et merde, comment ça s'appelle, Thunder Girl. Et ben eux c'est pareil, il y a le rapport à leur propre statut. On est des héros, donc il faut qu'on aide les humains, mais en même temps ils méprisent les humains parce que c'est des sous-merdes, et parce qu'en plus c'est associé au fait que les super-héros héritent de leur pouvoir, donc il y a un truc aussi très la génétique. Bah non, mais un rapport aussi politique au monde qui est les élites, le peuple, et la lutte des classes. Il y a tout un truc vraiment très profond, très politique aussi qui est incarné par ces personnages, quoi. Bah, il a toujours fait du manga politique finalement, parce qu'il a toujours mis en scène des gens qui se rebellaient contre un système, etc. Et puis là, sans faire le listing complet, tu te retrouves quand même avec 300 pages de... c'est un pamphlet, c'est vraiment un pamphlet politique qui prend en compte de tout ce qu'on connaît aussi, parce que, encore une fois, il a décidé d'être dans un monde, notre monde, et que ça soit le terrorisme, les problèmes liés à la santé mentale, la représentation, les problèmes d'image, le besoin de reconnaissance sociale, fake, pas fake, la corruption, les rapports de classe qui sont inégaux, inégalitaires, et la question aussi de la consommation, de la surconsommation, du capitalisme. Le fait qu'il fasse péter un supermarché à la fin du tome 1, c'est pas anodin, quoi. Et je trouve que c'est vraiment l'ensemble est une espèce de boulevard de le ras-le-bol. Voilà, on visite le musée du ras-le-bol. Il y a toutes les sections sont représentées, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est source de souffrance en fait. Et il y a ce que moi j'en retire à la fin du tome 1, c'est ok, en fait on est tous unis dans le malheur, yay. Enfin, tout le monde a au moins une situation qui l'énerve autant que les personnages sont heurtés. Et du coup, il transforme cette douleur en colère qui, petit à petit, en tout cas pour certains, devient irrépressible et il a besoin de s'exprimer. Et je trouve que ce qui est fort, comme disait Cagnard, c'est qu'en plus, tous les personnages quand même ont
représentent certaines valeurs. Et le truc le plus flagrant, c'est quand même le duo de super-héros qui sont, comment dire, ils sont les représentations du vieux monde, quoi. Enfin, en tout cas, le Lightning, c'est un mec blanc, cisgenre, avec des privilèges, du pouvoir, et en plus, on le tient par les couilles. Enfin, genre, il est pas non plus... Et en plus, il a un héritage... Enfin, en gros, même lui, il est pris dans une espèce d'héritage. Il est pas libre. Il pense être... Même que ce soit le maire, mais son père aussi, qui était lui-même un super-héros super célèbre et tout. Et donc il y a vraiment, et en plus vraiment ils sont censés incarner la vision de l'héroïsme, le salut de l'humanité quelque part, et ils sont effrayants en fait tous les deux. À chaque fois qu'ils arrivent sur une scène, j'ai l'impression que tout le monde va crever, quoi. C'est des CRS dans une manif, quoi. En gros, ils sont censés maintenir l'ordre, mais ils font peur à tout le monde, quoi. Mais à tel point que je me demande que chez Kaneko, qu'est-ce qui n'est pas politique dans ce qu'il a fait quand on réfléchit à son œuvre plus largement et de manière plus macro à ce manga. Qu'est-ce qui n'est pas politique? Rien n'est pas... Enfin, tout est politique là, dans ce rien n'est gratuit. Rien, oui, c'est ça. Rien n'est gratuit. Tout le monde en prend pour son grade. En tout cas, je veux dire, le cas de Lightning, et effectivement, au début, il se place comme étant une espèce d'être supérieur et qui écrase les gens par sa puissance et par son pouvoir hérité par ses gènes supérieurs. Et puis, en fait, tu te rends compte que lui aussi, il a ses soucis. Donc, puis, la manière dont il relie tous ces points différents dont on parle depuis le début. C'est la constellation de la merde. Vous parlez de la critique de la consommation, et avec quoi il relie la critique de la consommation? Avec le racisme et la xénophobie. C'est des points qui relient et qui arrivent finalement très naturellement dans le récit. Mais ouais, et ne serait-ce que finalement le choix d'avoir mis des adolescents au centre de son histoire, qui n'est clairement pas une histoire shonen, hein. C'est pas par segment éditorial qu'il a choisi de mettre des adolescents. C'est là aussi, c'est un choix politique. C'est que lui, dans son œuvre, de toute manière, il y a toujours eu un côté désabusé. Julie en a parlé, mais jusqu'ici, moi, je trouvais que chez Kaneko, on pouvait toujours mettre ça sur le compte d'une espèce de vision un peu cool de l'esprit punk, tu vois. L'esprit punk, c'est no future. C'est no future, c'est cool, tu vois. C'est des gens badass, c'est des gens. Finalement, toute cette vision de l'adolescence, elle a un côté un peu no future quand même. Oui, mais jusqu'ici, dans ce qu'il faisait, on était vraiment dans un, je sais pas comment expliquer, mais en gros, dans un côté, je vais pas dire artificiel, ça a l'air très péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que c'était une image qui se faisait de l'esprit punk qui peut avoir l'air cool, tu vois. Genre voir un mec badass, c'est cool, c'est une esthétique qui est cool et tout ça. Là, c'est mis au service d'un récit qui comment dire, montre un état, une vision et un état du monde pessimiste. Mais du coup, là, c'est vraiment incarné par ces personnages. Ces personnages-là, dans cette histoire-là, ils sont pas punk que parce que c'est cool d'être punk. Ils sont punk parce qu'ils ont pas le choix. C'est-à-dire que le monde, il est tellement pourri tout autour d'eux que la seule voie qu'ils trouvent, c'est de tout cramer, quoi. Genre vraiment. Et le fait d'avoir mis dans ces personnages principaux, pareil, un personnage qui a le pouvoir de mettre le feu aux choses, c'est pas que parce que la plupart des mangas, ils ont un héros qui fait du feu. C'est que là, il y a vraiment métaphoriquement le fait de cramer les choses. C'est une symbolique vraiment de lutte contre la répression, de lutte contre les inégalités, contre l'injustice. Mais là où généralement les récits de super-héros, des adolescents qui se découvrent des pouvoirs, tu prends X-Men par exemple, ils vont vivre cette marginalité, cette mise à l'écart, cette mise au banc de la société, ils vont en souffrir, etc. Mais ils vont toujours se transcender dans le fait qu'au final, ils vont mettre leur pouvoir au service du commun, de la collectivité, de machin. Là, dans Kaneko, c'est pas du tout le cas. C'est genre, ils ont des pouvoirs et ils ont compris que le monde c'était de la merde, et donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est pas de réparer les injustices, c'est de tout faire cramer et de recommencer à zéro, tu vois. Et voilà, tout ça, c'est encore une fois, c'est politique d'avoir choisi ça. Et ça m'a fait moi aussi penser à un autre manga que j'aime beaucoup, qui est Tokyo Kaido de Mochizuki, l'auteur de Dragonhead. C'était un peu le même truc. Alors, c'était pas un récit super héroïque, c'était un récit de jeunes ados dans un centre de redressement pour des ados qui avaient des problèmes psychiatriques. Et il y avait aussi ce même truc de la marginalité devient ton identité, devient le pouvoir que tu as sur les autres, tu vois. Et là, il a un peu utilisé le même truc, sauf qu'au final, il y a un vrai pouvoir derrière, et donc il y a une transformation, une métamorphose de la société qui est possible, quoi. À la différence que dans Evol, ces adolescents n'ont pas de vrais objectifs. Ils font les actions qu'ils font, ils les font
On sait pas. Ouais, parce et que en plus, leurs pouvoirs sont à chier. C'est-à-dire que. Alors, leurs pouvoirs sont plutôt à chier. C'est parce que c'est la même, ils s'en tirent bien avec les pouvoirs. Ouais. Pour des pouvoirs qui ont l'air un peu minimes comme ça, ils s'en tirent bien. Parce que tu peux t'envoler de 5 cm de hauteur. C'est quand même très utile. Ce qui peut être pratique, mais malgré tout, quand ils font tout cramer, ils le font pas avec un objectif. Non. En fait, ils sont pas à la CGT en mode on a une idée, on est tous ensemble et on y va quoi. Mais ils ont un objectif de revanche qui, pour le coup, s'incarne beaucoup dans ce que Robin dit. Effectivement, l'esprit punk est peut-être mieux incarné dans ce manga que dans les autres qu'on a pu lire de Kaneko. Et là, en fait, c'est des ados qui veulent être remarqués. C'est aussi pour ça qu'ils font les choses en grand, qui taguent de partout, qui vont s'attaquer aux institutions qui représentent leurs parents aussi. T'as ce vrai côté révolte, on brûle tout, on casse tout, mais on n'a pas réfléchi à après. Donc ils vont se retrouver dans un monde post-apo. Oui. C'est le grand soir. Ouais. Mais en fait, je sais pas, moi j'ai pas trouvé qu'il était. Enfin, j'ai trouvé qu'il était moins désabusé que d'autres séries. C'est étrange. Parce que, effectivement, peut-être que voilà, il y a plus cette posture esthétique du punk. Là, on va dans le fond des choses. Et le fond des choses, c'est vraiment des gens qui souffrent. Et je trouve qu'il est très compassionnel, en fait. Au sens où, comme je disais tout à l'heure, l'arrondi et l'élégance qu'il y porte, il y a aussi peut-être une pointe de tendresse que j'avais pas lu dans ses autres œuvres, et surtout envers des personnages aussi jeunes et fragiles, parce qu'ils sortent de l'institut psychiatrique et tu sais pourquoi ils y sont allés. Enfin, et tu sais qu'ils ont besoin de quelque chose qui est dans le titre. C'est un tout petit indice, mais il le parsème partout, et tu sais que voilà, il tend beaucoup plus à aller vers quelque chose de lumineux, de quelque chose de positif. C'est là où peut-être aussi ce titre-là est encore plus politique que ses précédents, c'est qu'il y a cet espoir-là, et cet espoir-là aussi, c'est un engagement politique quelque part, d'être dans la solidarité entre nous, tu vois, entre marginaux, quoi, parce qu'on sait bien qu'il y a plein de courants de pensée idéologique aujourd'hui qui trouvent une voie là-dedans aussi, tu vois. Donc Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique la justification de son titre tout en ne donnant pas toutes les raisons de son titre, puisque Evol, évolution, super pouvoir, là-dessus on l'a, et puis Evol, evil, et ça c'est expliqué par un truchement plutôt humoristique et qui fonctionne dans le manga. Donc t'as même plusieurs niveaux de lecture sur le titre même. Oui, parce que moi j'avais juste retenu les 4 lettres que tu mets dans le bon sens. Ça donne love. Exactement. C'est ça qui est encore plus. Enfin, tu peux faire tellement de choses avec ce titre que voilà, bravo, bien trouvé, et c'est super. À un moment donné, tu peux rien lui dire quoi là-dessus. Je pense que si on doit résumer tout ce qui peut modifier plus que d'habitude le travail de Kaneko là-dessus, c'est vraiment le travail sur les personnages. Il est hyper approfondi, ce que je trouvais un petit peu moins présent dans ses précédents mangas. Et là, au final, qu'est-ce qui moi, peut me marquer en tant que lecteur ? En fait, depuis que je l'ai lu, j'ai des images qui reviennent. J'ai des images de séquences, littéralement, de séquences qui me reviennent. Et des moments où j'ai trouvé ça trop cool, d'autres moments où j'ai trouvé ça trop triste, et d'autres moments où j'ai trouvé ça, putain, c'est touchant. En fait, ces personnages ont l'air vrais, je suis dans leur histoire. En fait, arrivé à ce niveau-là, leur super pouvoir ne m'intéresse même plus. Par contre, leur arc scénaristique m'intéresse beaucoup plus, parce que ça y est, là je suis rentré dans leur quotidien, je suis avec eux, je m'en fais pour eux, ce que souvent je reproche à certains mangas de ne pas sentir le danger. Là, je sens que tout est amené pour que ça parte en vrille, tout est amené pour que cette histoire finisse mal. Et un bon récit punk, normalement, ça se finit pas très très bien. Ouais, c'est pour ça mais un bon récit tout court, c'est un récit qui te fait vivre et qui te fait ressentir des émotions. Et alors là, c'est difficile de pas en ressentir. Ouais, c'est clair. Enfin, vous avez envie de lire un truc et de ressentir des émotions. Evol, c'est clairement fait pour vous. Enfin, le tome 2, le tome 2, je trouve, il surfe sur ce qu'il a réussi à poser. Tu te souviens, tu l'avais pas, vous l'aviez pas encore lu à l'époque, mais je vous avais parlé d'une scène avec une représentation d'extraterrestres ou de mutants.
Cette scène, mais elle marche trop bien. Elle m'a pris aux tripes, elle est incroyable. Tu sais ce qu'elle m'a rappelé ? Elle m'a rappelé la bataille de Boule de Neige dans Chainsaw Man. Ce truc très métaphorique direct. Ah ouais, on est sur le même niveau, effectivement, on est sur un ressenti assez proche. Et puis là, il met vraiment au service aussi son sens de la mise en scène, parce qu'il a vraiment toujours eu un rapport très sensoriel aux choses. À Kaneko, il porte toujours une importance très précise sur des motifs, sur des gros plans, sur des éléments de choses qui vont en fait composer une espèce de mosaïque, voilà, de trucs, quoi. Et en gros, le fait qu'il y ait eu une case à un moment donné, on a focalisé sur ça, et ben tout ce puzzle va finalement aussi, toi, dans ta psyché, créer de l'émotion, créer du ressenti, des choses qu'en manga on n'a pas l'habitude de lire aussi, quoi. C'est ça qui le démarque aussi, je trouve. Après, c'est peut-être une sorte de dada que j'ai à me dire. Ah, mais alors Atsushi Kaneko essaie d'être plus grand public ou pas parce que c'est fait tant de mangas, qu'on est à tant d'années, qu'on est sur une thématique, mais j'ai l'impression que son art a un petit peu évolué quand même, malgré tout, que ça a changé. Vous retrouvez des motifs qui sont vraiment très présents dans ses autres œuvres et qui se retrouvent là, ici, dans ce manga. Bah après, c'est le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Les artistes, ils évoluent toujours, ils ont toujours leur truc, mais ils évoluent. Moi, ce que je retrouve, c'est cette attirance qu'il a toujours eu vers la marginalité, vers l'esthétique punk, le côté no future et tout. Là, c'est peut-être plus assumé d'un point de vue politique, mais même dans ses inspirations, que ce soit en comics, tu prends Charles Burns, ou au cinéma David Lynch, c'est des artistes qui ont exactement les mêmes obsessions de la marginalité, de la vision un peu presque, je dirais, chamanique du monde, tu vois, genre un truc... Justement, est-ce que par exemple l'impact d'un événement mondial comme le Covid, tu vois, on parle d'un auteur très politique, d'un auteur très conscient, est-ce que l'impact d'un Covid et tout ce que ça a généré, d'une part au Japon, mais d'autre part dans le monde entier, a pu avoir un impact sur lui et sur la création de cette œuvre? Moi, j'ai pas pensé au Covid directement parce que je trouve que ce qui va ensuite constituer son récit, ne font pas du tout référence. Par exemple, il n'y a pas du tout de question de gestion de crise ou d'information. La question de ça, c'est pas vraiment abordé, en tout cas pour le moment, dans la série. Et en fait, je pense que dès le départ, quand on a commencé à parler de cette émission, le constat, c'est plutôt qu'il utilise un constat très global parce qu'il veut... Je pense que c'est ça, c'est une prise de conscience de à quel point maintenant on était dans un univers connecté, qu'on pouvait savoir comment se passaient les choses au Moyen-Orient quand tu es japonais, que tu peux aussi avoir connaissance de la culture américaine, une culture très poussée de la culture américaine ou de certaines sous-cultures, parce que le savoir il est numérique, il est à portée de main, et que en plus, j'ai ce sentiment-là qu'il s'est dit, ça y est, le monde s'ouvre un peu. Comment dire, c'est difficile de parler pour lui, évidemment, et de se mettre à sa place, mais il y a cette impression qu'il sort un petit peu de sa réserve, parce que le politique, il a toujours été intéressé par ça. Et il y a aussi, c'est comme s'il se disait, il y a le Japon, mais il y a le reste, en fait. Peut-être pour rejoindre ce que disait Maxime sur le Covid en particulier, ce qu'il a eu comme impact quand même, c'est qu'il nous a fait tous, justement, dans le monde entier, fait partager une expérience commune qui est ce confinement, ce fait de s'être tous retrouvés à un moment donné piégés chez nous, peut-être aussi avec nos propres pensées noires, etc., qui sont, la psychologie, on en a beaucoup parlé, la psyché de ces personnages a toujours été un truc qu'il a voulu explorer. Peut-être que cet événement historique qui a touché le monde entier, c'est ça comme impact que ça a eu, c'est qu'il s'est dit, là on a tous traversé une expérience psychologique commune qui a été difficile, pas pour tout le monde forcément, mais en tout cas oui, quand même, c'était une épreuve pour laquelle tout le monde a dû trouver des solutions, et c'est peut-être ça qui a pu le nourrir de cette manière. En fait, je peux pas m'empêcher
de penser à l'actualité et Max l'évoquait un petit peu tout à l'heure, mais tu vois, le fait de tout cramer et tout, en France en ce moment, on est tellement à la page, quoi. Je veux dire, mais welcome Kaneko. Enfin, je sais qu'il y aura Après, un peu moins ça de fait trucs. un moment qu'il veut tout cramer, hein, parce que Bambi a cramé déjà pas mal de choses sur sa route. J'avoue. Mais là, il doit se dire, oh, je suis à la maison, tu vois, et il va arriver là. Il va bien le découvrir en avril. Sachant qu'on parle d'un père de famille qui a un enfant, qui a pas forcément. Ça n'empêche pas d'être punk. Ça n'empêche pas, exactement. Pour revenir sur ces signatures un peu punk, un peu graphiques, qu'est-ce qu'on va retrouver comme ça de choses qu'il y avait dans Bambi pour arriver à Evol? Moi, il y a beaucoup là, quand même, la figure circulaire, on va dire, le motif du cercle, du rond, qui est dans Wet Moon, c'était la lune qui était présente partout. Là, dans Evol, elle est là aussi. Des fois, en plus, elle fond et tout. Enfin, il y a vraiment un jeu sur cette forme-là qu'il va utiliser régulièrement. Dans Search and Destroy, on l'avait aussi Search and par Destroy, moment. dans ses histoires courtes, il y avait les œufs au plat. Il y a quand même eu toujours dans son travail cette symbolique-là qui revenait. Alors, je pense qu'il y a quand même ce côté aussi cyclique des choses. La révolution, c'est un cercle. Donc ouais, peut-être il y a ça. Après, moi je disais tout à l'heure aussi, il y a vraiment ce côté, cette façon de mettre en scène, ce rapport au temps très particulier de des fois, ce qui faisait que je me suis moi-même fourvoyé en le lisant à l'envers. C'est-à-dire qu'il a tellement une manière des fois d'éclater sa narration et de créer des instantanés. De pages où on sait même pas tellement dans quel sens il faut la lire et où en fait l'agencement des cases va finalement créer une mosaïque, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est un truc qui va quand même souvent reprendre, quoi, ces fameuses pages qui sont souvent muettes, où en gros tu vas beaucoup te laisser porter par les formes, quoi. Et donc ça, il y a toujours ça, avec peut-être effectivement, comme disait Julie tout à l'heure, un sens où il va aller encore plus à l'épure et à mettre encore moins de cases et à aller des fois sur des pages, des compositions de pages où tu as 2 cases et un décor en bas et un gros plan sur Thunder, tu vois, des trucs comme ça. Mais globalement, il a quand même une signature graphique, quoi. Tu peux voir en 3 pages, t'as compris qui c'était qui dessinait ce manga quand même. Mais c'est marrant parce que depuis toujours, j'ai toujours aimé son travail, sa façon de découper les mangas, de raconter des histoires, mais je n'ai jamais été, à part avec Bambi, extrêmement attaché à ses personnages jusqu'à Evol. Et alors là, les héros de Evol, après moi principalement le garçon, mais il m'a touché à un point. Mais je me souviens pas d'avoir été autant touché par un personnage de Kaneko qu'avec lui. Et notamment toute la partie sur le skatepark, etc. En plus, je n'ai aucun miroir avec lui, mais sauf que la façon dont il le raconte est absolument incroyable. Mais c'est peut-être que il a longtemps été aussi, je pense, Kaneko, pris dans un espèce de plaisir. Je disais tout à l'heure l'esthétique punk, mais il a eu un côté. C'est un artiste, quoi. Donc en gros, des fois, je pense qu'il se laisse porter par un goût esthétique des choses qui va presque lui faire oublier son récit, tu vois, ou ses personnages. Enfin, moi je dis Wet Moon, j'ai adoré. En vrai, Wet Moon, je suis incapable de vous résumer ce qui se passe dedans. Oui, on sait pas. Les persos, ils ont pas vraiment d'existence en tant que tels. C'est plus des espèces de persos qui incarnent une idée ou qui vont être des personnages de rêve. Comment on appelle ça, des personnages fonctions, tu vois, plus que des personnages quoi. Et c'est vrai que peut-être ce qu'on retrouve dans Evol, c'est qu'il va se reconcentrer sur l'essence de ces persos, quoi. Julie, t'as vu des motifs, toi, dans son travail? Écoute, en fait, j'avais pas trop compris ta question, je pense. Tu n'avais pas conceptualisé le oui, principe en fait, du motif récurrent. Ouais, c'est plutôt que effectivement, quand tu penses Kaneko, tu vois tout de suite finalement une espèce de catalyseur de ce qui est alternatif, parce que on sait aussi que l'industrie du manga, elle est à la fois diversifiée, mais elle est très encadrée en même temps par les maisons d'édition, par les lectorats, comment dire, les lignes éditoriales, etc. Et là, j'ai l'impression que il est revenu à quelque chose qui n'est pas du tout intellectualisé, théorisé. Il est plus dans une forme de quelque chose d'un peu plus impulsif, d'un peu plus dans le sentiment. Et c'est marrant parce que j'étais en train de faire une liste un petit peu de toutes
tous les sujets alternatifs qu'il avait abordés dans ses anciens textes, etc. Et là, je me faisais la réflexion que le seul où j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup étendu, c'est un peu l'écologie. Même s'il évoque souvent la toxicité des espaces urbains, dans ça, il s'est présent, ça, voilà. c'est assez fort. Et oui, il y a ce truc de l'humain qui a colonisé et donc souiller la terre ou quelque chose de plus naturel. Mais je trouve que c'est vraiment un auteur de la culture urbaine. Enfin, je sais pas comment dire. Tu le sens comme ça, toi, Kenya, très urbain? Alors, très urbain, c'est sûr et certain. C'est un mec de la ville, ça se voit vraiment. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Max, sur les personnages, parce qu'il y a un élément dont on a un peu oublié de parler, alors que c'est un des trucs fondamentaux chez Kaneko, c'est la mise en scène. Il a une mise en scène cinématographique, et ça depuis toujours, dès Bambi, il y avait déjà ça, sauf que peut-être qu'avant, sur ses anciens titres, on avait tendance à prendre cette mise en scène pour de la pure mise en scène, c'est-à-dire juste voir ce qu'il nous montrait. Alors que là, son excellente et sa magnifique mise en scène, en fait, elle vient magnifier le dessin et les histoires de ces personnages. Tu parlais du jeune garçon qu'on suit, et bien effectivement, moi il y a une séquence que je l'ai trouvé trop bien, la séquence où tu vois qu'il joue avec l'électricité, quand il est petit, c'est au second plan, le cadrage est magnifique, et en voyant ce cadrage, je me dis mais pourquoi il n'y a pas plus d'auteurs qui font ça? Mais parce que c'est compliqué, en fait c'est compliqué à réfléchir et à se dire ok, je vais le faire comme ça, je vais le faire en 2 plans. Et justement, tu vois, cette histoire, moi aussi, elle m'a beaucoup touché, mais à vrai dire, les histoires des 3 gosses m'ont vraiment touché. Mais parce que là, la mise en scène, elle est vraiment au service plus que d'une histoire, d'un personnage. Donc encore une fois, je suis impliqué dedans, et je pense qu'il faut vraiment remettre en avant. Le mec ne se laisse pas tranquille. En termes de mise en scène, il ne se laisse jamais tranquille. Toujours faire ressentir des choses. C'est ça, que ça soit des plans larges, des plans plus serrés, chaque plan a un sens. Et c'est pour ça que j'utilise le terme cinématographique, parce que c'est souvent ce qu'on dit des réalisateurs. Chaque plan doit être significatif et doit raconter quelque chose. Kaneko, il est en plein là-dedans, je trouve. Et t'as pas l'impression que peu à peu, il rajoute, pour peut-être donner un peu de crédibilité à tout son travail, ses goûts personnels ou des choses qu'il aime en général dans tous ses motifs pour essayer de nourrir le récit et rendre le truc plus réel, plus tangible, quoi. Moi, je trouve que parmi les auteurs de sa génération, c'est quand même celui qui est le plus généreux en termes de dévoilement. Enfin, c'est-à-dire que de ses propres goûts, tu veux dire, et il parle de la musique qu'il écoute, il parle de toutes les sous-cultures qui l'intéressent et qui pendant longtemps étaient des sous-cultures de niche. Enfin, le skate, typiquement, enfin, je pense qu'au Japon, en tout cas, c'était quand même très orienté, quelque chose qui n'était pas si grand public, les graffitis, et même son goût pour les années 80, pour le cinéma d'auteur, David Lynch, enfin bon, et même le BDSM, enfin, quand j'ai vu les personnages, les costumes des personnages de Thunder et de Lightning, enfin, genre, j'ai à la fois éclaté de rire, j'ai dit, mais c'est tellement ça, enfin, je veux dire, il y a ce truc de mettre à mal la domina, enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais et en même temps c'est graphique, tu vois, ils sont stylés, quoi, tu ils vois, sont puissants, ils sont censés dominer, sauf qu'ils sont dominés. Oui, mais en fait, parce qu'il connaît ça aussi. En fait, c'est ses goûts personnels. Je dis pas qu'il pratique le BDSM, je m'en fous, je sais pas s'il fait ce qu'il veut, mais je sais qu'il s'y intéresse et qu'il ne fait pas n'importe quoi avec quelque chose qu'il estime être un symbole. Il a compris ce que c'était et il l'utilise à bon escient. Et je trouve que c'est génial d'avoir quelqu'un qui utilise dans toutes ses marottes pour aussi bien distribué chez les gentils que chez les méchants. Tu vois, il n'y a pas de si t'es méchante, on va te faire comme ça, si t'es gentil. Enfin, il dit, voilà, tenez, prenez. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'on sent qu'il respecte énormément toutes les références qu'il va utiliser. Et que même, voilà, que ce soit son truc ou pas, bon, quand c'est son truc, on le sent quand même un peu plus, mais il y a vraiment cette espèce de respect aux détails qu'il va mettre. Enfin, voilà, comme tu disais, les costumes de SM de Thunder et Lightning, ils sont giga précis, enfin genre et puis ils en deviennent classe, quoi, enfin ils en deviennent vraiment même ils en deviennent effrayants, les personnages, ils ont vraiment un côté badass alors qu'ils sont quand même habillés comme la crampe dans Pulp Fiction, quoi, tu vois. Et donc il est très fort pour ça, quoi. Sans compter qu'on a même ces flics qui n'ont pas de pouvoir et qui sont sous la domination du maire,
qui ressemble un petit peu aux flics dans Soil aussi, quelque C'est part. vraiment des classiques personnages de Kaneko, ça me fait toujours plaisir de les voir. Et justement, pour moi, il y a un petit côté Araki, il peut pas faire des persos lambda Kaneko. S'il apparaît dans le cadre, le personnage, faut qu'il ait une tête, faut qu'il ait un marqueur visuel, faut qu'il ait un truc, il aime les gueules. Et il est toujours plus tendre avec ses héros qu'avec... Ouais, non, même pas. C'est même pas vrai, ça tient pas. En revanche, il a vraiment une gueule pour les flics. Oui, bah moi je trouve que tu peux quand même catégoriser un peu. Enfin, il aime les paumés, il fait aussi les redresseurs de tort, mais les gens genre autoprogrammés quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et il est les super justiciers et il est là. Enfin, il y a la catégorie flic ringard parce que dans Soil, enfin, je veux dire, ok, c'est le flic, mais pendant tout le récit, tu te dis, oh, mon Dieu, la tâche. Enfin, il est affreux, il est sale. Il passe son temps à se curer le nez, il parle mal à ses subordonnés, il parle mal aux gens et en fait bah là tu sens que t'as un autre personnage de flic qui a pas l'air très il a pas beaucoup d'envergure, il se fait bien rouler sur la gueule ou il préfère fermer les yeux sur beaucoup de choses. Oui, mais t'as le niveau au-dessus du flic, le maire, il connaît le système. Le maire est encore au-dessus du flic et donc il est rendu encore plus horrible que le flic. Oui, mais ce qui est intéressant c'est que du coup le flic bah c'est un peu le personnage humain. Parce qu'il a plein de défauts, il a souvent un passé que tu connais pas trop, mais tu devines qu'il est pas glorieux quoi. Mais même dans Wet Moon aussi, il y avait des personnages comme ça d'enquêteurs qui sortaient un peu. Le personnage principal, il a mal au crâne tout le temps. Ouais. C'est pas pour le moment, je les trouve plutôt cool. Les deux flics, je les ai plutôt en sympathie pour le moment. Pour le moment, effectivement. On verra au tome 3. Évidemment. Vous avez remarqué que là on a lu 2 tomes, enfin bon, presque 600 pages quand même. Oui. Après ça se lit assez vite quand même, globalement. Alors ça te happe du en gâteau, fait. moi, j'ai ça dit. t'aspire quoi. Tu peux t'attarder longtemps sur les images, mais en soi en lecture ça va vite quoi. Et on a fait 1 heure d'émission, donc imaginez Bah moi franchement imaginez quand on aura lu 10 tomes jusqu'où ça peut aller quoi. Bah, j'espère vraiment que il sera pas pris dans un sursaut de cynisme en fait. Non, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous discutez avec Kaneko et que vous êtes auditeur de cette émission, que vous avez des petites bribes de choses, que vous lui posez des questions qu'on s'est posées ou quoi, franchement dites-le nous. Hein. N'hésitez pas, on va pouvoir remettre ça dans nos têtes, réassembler tout ce que vous pouvez avoir comme discussion avec Kaneko et ça va être super intéressant, ça va être super sympa. Il passe à Paris, il passe à Pau. Ouais. Il passe à la maison de la culture et de la jeune du Japon la à maison Paris. MCJP, maison de la culture du Japon à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Si on arrive à y aller, on posera aussi une question sur son amour pour Tezuka. Aimez-vous le BDSM ou sur le BDSM, je sais pas, on verra laquelle des deux est la plus intéressante. Et puis la semaine prochaine, on va parler d'enquête et de flics. Les voilà. Hein. Et ben oui, évidemment, on va les mettre à l'honneur, tous les et les voleurs aussi, pas que les flics, au fait, les Arsène Lupin, les Sherlock, et ainsi de suite. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir à cette émission et à nous parler de Kaneko. Puis on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Merci.